La présentation de mon stage, donc je vais réutiliser la même présentation que j'avais utilisée lors de ma soutenance. Et mon stage donc consistait en fait à la caractérisation de la végétation et des dynamiques hydriques des étangs de Brenne par télédétection optique. Donc je vais faire une présentation un peu basique. Donc je vais d'abord vous présenter un peu d'introduction et de contexte par rapport à ce que j'ai travaillé, donc où est-ce que sur quelle zone j'ai travaillé, avec qui j'ai travaillé. Je vais présenter quelques méthodologies et résultats associés que j'ai sélectionnés parce que je n'avais pas le temps de tout vous présenter. Discuter un peu de ces résultats directement quand je vous les présenterai. Et ensuite, j'évoquerai les limites et les perspectives et je conclurai cette présentation. Donc tout d'abord, pour introduire avec qui j'ai travaillé, donc je travaillais avec deux structures. Donc tout d'abord, le parc naturel régional de la Brenne, donc c'est eux qui m'ont engagé concrètement. Je travaillais avec Vivien Hérault et Benoît Pellet. Et j'ai aussi du coup travaillé ici avec Dynafor, où j'ai été encadré par Yousra Amouni et David Chiam. Un peu de contexte par rapport à la zone que j'ai étudiée. Donc, c'était le parc naturel régional de la Brenne. Donc, c'est un parc qui se situe plus ou moins au centre de la France, qui fait environ 183 000 hectares et il comprend 51 communes. Et il est surtout surnommé le pays aux 3000 étangs parce que c'est une caractéristique très importante dans ce parc, c'est qu'il y a énormément d'étangs. En fait, tout le parc est centré autour de ces étangs, mais c'est quelque chose qui est très important dans ce parc. Après, ce n'est pas la seule caractéristique de ce parc parce que montre une très grande hétérogénéité écologique. Donc, on a énormément de zones sous statut de reconnaissance, donc des zones Ramsar, des réserves naturelles nationales, régionales, des ICO ou des zones Natura 2000. En gros, on a énormément de choses dans ce parc. Quelques termes importants pour comprendre la suite de la présentation. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est un étang? Qu'est-ce qu'on étudie? Donc, un étang, c'est un plan d'eau qui a été construit artificiellement par l'homme à but principalement piscicole. Donc, on y fait de la pisciculture. Ces étangs sont en général très peu profonds. On a au maximum, dans l'étang le plus grand, on a 7 mètres de profondeur à l'endroit le plus profond, mais en général, c'est même pas 1 mètre. Et pareil, ils sont en général à quelques hectares de surface, mais on peut monter pour les plus grands jusqu'à 180 hectares. Et ensuite, présenter les deux dynamiques principales, donc les deux dynamiques hydriques principales en lien avec ces étangs. Donc, d'abord, la sec. La sec, c'est une période où l'étang va être vidé pendant une longue période, tandis que la vidange, c'est également une période où l'étang va être vidé, mais pendant une plus courte période. Ce qui différencie les deux, donc, c'est que la sec, en général, se fait sur une année entière, donc 8 à 12 mois. En général, il est fait entre novembre et octobre, mais ça peut varier en fonction des étangs, parce qu'on a énormément d'étangs et les pratiques sont très variables. Il a plusieurs buts, on va dire. Donc, en général, il a des buts de maintenance, donc retirer la base du fond de l'étang, en fait, essayer de stabiliser l'étang, parce que l'idée, c'est de pouvoir continuer à faire de la pisciculture. On a parfois aussi d'autres buts à cet ASEC, donc on va reminéraliser le fond de l'étang pour améliorer la production piscicole dans les années suivantes, par exemple. Donc, étant donné que c'est une action qui se fait sur pratiquement une année, donc c'est une année où on ne peut pas faire de pisciculture, c'est des choses qui sont, c'est un événement qui est rarement fait, donc plus ou moins tous les 10 ans. C'est quelque chose qui est fait plus rarement. Tandis que la vidange, donc là c'est des périodes sans eau, donc beaucoup plus courtes, qui se fait en général entre octobre et novembre, mais pareil, ça peut énormément varier, donc ça peut commencer dès septembre ou ça peut finir jusqu'en février. Ici, le but, ce n'est pas du tout un but de maintenance, mais c'est pour pêcher les poissons. Donc en gros, ils vont vider une grande partie de l'étang en laissant une petite partie appelée la pêcherie, histoire de pouvoir récupérer les poissons plus facilement. Donc c'est quelque chose qui se fait en général pour les étangs exploités tous les ans ou tous les 2 ans. Et voilà. Et un dernier terme important pour comprendre pourquoi on utilise une certaine frise chronologique, c'est l'année piscicole ou hydrologique. En gros, c'est la période hydrologique qui correspond au parc naturel et qui correspond au cycle complet de pisciculture. Donc, le cycle que les pisciculteurs vont utiliser, qui commence en général d'octobre et qui finit à septembre de l'année d'après. En lien avec ces étangs, on a plusieurs problématiques au sein du PNR. D'abord, on a des conflits d'usage entre les... on peut avoir des conflits d'usage, en tout cas, entre les différentes zones à statut de reconnaissance, le PNR, et entre les pisciculteurs, puisqu'on peut avoir, par exemple, des oiseaux de prédation qui vont impacter la pisciculture et qui seront protégés par les ICO, par exemple. On a tout ce qui est en lien avec le changement climatique, l'augmentation des températures, donc par exemple, qui peut impacter l'oxygène dissous dans l'eau et aussi impacter la pisciculture. Une augmentation, on va dire, des espèces envahissantes qui n'étaient pas présentes avant dans ces zones-là. Et surtout, la problématique, en tout cas, qui a donné lieu à ce stage, c'est une hétérogénéité des pratiques et un manque de données de gestion. En fait, il y a un réel manque de suivi par rapport à ce qui est fait dans chaque étang au sein du PNR. Puisque chaque étang, en général, est géré par des différents pisciculteurs. On n'a pas beaucoup de discussions entre les pisciculteurs et le PNR, donc ils ne savent pas vraiment
qui font des ASEC, quand est-ce qu'ils ont été faits, et quels étangs font des vidanges chaque année, et quels étangs sont bellement exploités. Donc l'idée, c'était de pouvoir améliorer les connaissances qu'on a des activités de ces étangs. Ce qui, du coup, a donné les deux objectifs principaux de ce stage, donc la caractérisation de la dynamique hydrique des étangs. Donc c'était une analyse d'abord à l'échelle intra-annuelle pour essayer d'identifier les dynamiques hydriques, donc les ASEC et les vidanges. Mais on avait aussi une idée d'analyse interannuelle qui permettait d'une part d'identifier des étangs non exploités, donc par exemple qui seraient vides sur toute une période étudiée ou pleins sur toute une période étudiée, donc il n'y aurait ni vidange ni ASEC, et également de faire des synthèses d'événements, par exemple combien d'étangs ont fait tant d'ASEC sur une période. Il y avait un deuxième objectif qui était plus en lien avec la végétation, donc d'estimer des surfaces de végétation et surtout de caractériser ces végétations entre de végétation immergée, végétation amphibienne, végétation flottante, mais c'est un objectif qu'on n'a presque pas du tout eu le temps de traiter lors de ce stage. Maintenant, présentation rapidement de notre méthodologie. Donc, je vais commencer par les données. Donc, on a travaillé avec des données optiques, donc de Sentinel-2, c'est un satellite qui produit des données avec une résolution qui est entre 10 ou 20 mètres en fonction des bandes. On a une résolution de 5 jours, donc on a des images tous les 5 jours. On a une dizaine de bandes spectrales qu'on peut utiliser en fonction de ce qu'on veut analyser. Et quant à la période que nous, on a utilisée, donc on a utilisé les données de octobre 2016, donc le début d'une année hydrologique, jusqu'à août 2025. Donc on n'a pas pu aller jusqu'à septembre parce que le stage s'est fait, on n'avait pas fini encore le stage en septembre. Au niveau des données qu'on avait, au niveau du PNR, donc on avait des données vectorielles qui permettaient de localiser et d'identifier la forme de chaque étang. Donc on avait 6677 vecteurs. Alors j'ai dit étang, mais c'est plan d'eau parce qu'il n'y a pas que des étangs qui sont référencés dans ce shapefile. Et des données qu'on a construites, nous, pendant ce stage, donc des données d'échantillons qui décrivaient quels étangs faisaient un ASEC sur quelle année. Donc, on a des données, on sépare 2025 des autres années parce que 2025, on a pu aller sur le terrain pour échantillonner directement de visu est-ce qu'un étang était en ASEC ou non. Tandis que pour les autres années, on s'est servi d'un outil qui était Google Earth Engine pour faire de l'analyse visuelle d'images satellites, histoire d'identifier est-ce qu'un étang était en ASEC ou non, mais ça se faisait par image et pas directement de visu. En tout, du coup, on avait 212 échantillons qui représentaient des étangs en eau et 214 échantillons qui représentaient des étangs en ASEC et un total de 426 échantillons. Ces échantillons, en fait, seront utiles dans la suite pour faire de la validation quant à notre méthodologie d'identification des ASEC. Une des premières étapes de notre travail, c'était le pré-traitement de nos données, puisqu'on travaille avec des données Sentinel ou des données satellites. On a besoin déjà de produire nos données de bande et surtout de réduire les erreurs qu'on a avec ces données initiales, donc principalement par exemple des données masquées par des nuages. Et on a surtout besoin d'analyser seulement nos étangs, parce que les images satellites sont produites sous une tuile entière. Nous, on voulait analyser que les données des étangs, pas forcément les données inter-étangs. Donc, le premier gros travail qu'on a fait, c'était le travail sur les nuages. Donc, en général, avec les données optiques, on a toujours une problématique de nuages qui vont masquer les zones qu'on souhaite analyser. Donc, on applique en général un masque nuage déjà produit. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. On a appliqué le masque Maja du CES-Bio. Mais on s'est rendu compte qu'après application de ce masque, on avait quand même certaines problématiques qui persistaient. C'est le premier exemple qu'on a ici. Donc, on a deux images à deux dates différentes de réflectance de la bande 2. Et en fait, notre problème, c'est que pour la date du 2 août, on avait des réflectances beaucoup trop élevées par rapport à ce qu'on attendait. C'est vrai que je peux faire ça. Des réflectances beaucoup trop élevées par rapport à ce qu'on attendait sur toute la tuile. Toutes les données de réflectance étaient trop tirées vers le haut, contrairement à une image normale où on ne voit presque rien parce que l'échelle de couleur est la même. Donc ça, c'est des données qu'on est censé attendre. La deuxième problématique, c'était en lien avec l'application du masque nuage. Donc ici, on a deux images à la même date avant et après application du masque nuage. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait quand même certains nuages qui persistaient sur les images. Donc ça a donné, ça nous a forcé à construire deux filtres, histoire de se débarrasser de ces problèmes. Donc on a d'abord un filtre qui va être appliqué sur une image entière, qui va détecter quand une image est trop tirée vers le haut. Donc ces images-là, on va les supprimer de notre étude. Et ensuite, on a un filtre plus à l'échelle des pixels qui va analyser pixel par pixel, est-ce que le pixel est nuageux ou pas. Donc ces deux filtres sont basés en fait sur des réflectances B2. On s'est servi des réflectances B2 pour savoir si on supprimait ou pas les pixels ou les images. La deuxième étape de pré-traitement, c'était l'analyse de notre fichier vectoriel, d'une part pour analyser seulement des étangs, seulement les zones des étangs et seulement des étangs. Parce que comme dit plus tôt, donc, notre shapefile initial ne contient pas que des étangs, mais on a quand même dans notre table attributaire
la description de est-ce que c'est un étang ou pas, donc on a sélectionné seulement les étangs. Une autre étape, c'était de sélectionner seulement les étangs qui faisaient plus de 1000 m², parce que d'une part, c'est la définition qu'ils ont plus ou moins dans le parc d'un étang, et d'autre part, on travaille avec des images qui font à une résolution de 10 mètres. On ne voulait pas avoir des étangs qui faisaient seulement 1 ou 2 pixels pour pouvoir bien analyser les variations. Ensuite, on avait une troisième étape d'analyse de validité de pixels intra-étang, qui était en lien avec notre masque d'avant qui amenait des problématiques, et je vous la présenterai peut-être en question parce que je ne suis pas sûr d'avoir le temps de vous présenter tout ça. L'idée, c'est qu'on va supprimer certains étangs qui vont être impactés par notre correction artificielle de masque de nuages. La deuxième étape de pré-traitement important, du coup, ça aurait été l'interpolation et un rééchantillonnage temporel histoire d'avoir un pas de temps stable. L'interpolation a été nécessaire parce que, d'une part, on a masqué avec le masque de nuage qui nous a supprimé beaucoup de données qu'on aurait pu analyser. D'autre part, on a nos masques et nos méthodes de pré-traitement qui ont aussi supprimé de la donnée. Donc, on a besoin de faire cette étape d'interpolation. Donc, on a fait une interpolation linéaire qui part du début de notre série temporelle, donc de octobre 2016 jusqu'à 2025, histoire de ne pas avoir de problème au niveau des bornes de l'interpolation que aux bornes de notre étude, et pas simple et pas année par année. On a choisi de faire un rééchantillonnage à l'échelle de 10 jours parce qu'on a utilisé des données sentinelles de TEGA, donc sur la plateforme Geode. Et on s'est rendu compte que malgré le fait qu'on est censé avoir une résolution temporelle de 5 jours, ce n'est pas exactement le cas tout le temps parce que les données sont en cours de traitement parfois. Du coup, on a voulu refixer le pas de temps temporel. Et étant donné qu'on a fait une interpolation et on a modifié un peu la donnée, on s'est dit que remettre 5 jours, potentiellement, on avait quelques biais, donc on a décidé d'augmenter la fenêtre, histoire de valider un peu plus les données. Présentation de nos produits initiaux. Donc, je vous ai dit qu'on a travaillé avec des bandes, mais du coup, on s'est servi de ces bandes pour calculer des indices spectraux, parce qu'en général, quand on travaille en télédétection, les indices spectraux permettent d'analyser des surfaces spécifiques. Donc, on s'est servi principalement du NDVI et du MNDWI, qui, eux, se calculent avec des bandes sentinelles. Le NDVI, il permet en général, donc le Normalized Difference Vegetation Index, permet l'analyse des surfaces de végétation, tandis que le MNDWI, donc c'est le Modified Normalized Difference Water Index, qui permet l'analyse des surfaces d'eau. Avec ces indices-là, on a calculé des masques pour analyser les surfaces de végétation. Donc, pour analyser les surfaces de végétation, on s'est servi d'un seuil simple où on a pixel par pixel, différencier les pixels ayant une valeur de NDVI supérieure à 0,3, donc des pixels de végétation, et des pixels de NDVI inférieurs à 0,3. Ce seuil il a été construit en même temps avec de la bibliographie, où communément on utilise un seuil de 0,2 pour différencier ce qui est de la végétation ou non, mais en analysant les données qu'on avait et avec les données terrain, on se rendait compte que ce seuil était un peu trop, avait tendance à détecter trop de végétation, donc on a rehaussé ce seuil à 0,3. Pour l'analyse du masque d'eau, donc c'est un peu moins communément admis. En général, le MNDWI, on dit que de l'eau, on a de l'eau quand le MNDWI est positif et on a des surfaces non d'eau quand il est négatif. C'est un peu moins validé. Donc, on a utilisé un algorithme qui permet en fait de seuiller des histogrammes. Donc, l'algorithme de seuillage d'au-dessous, qui va normalement permettre d'identifier 2 modes au sein d'un histogramme. On a appliqué ce seuil année par année parce que également, quand on s'est renseigné dans la bibliographie, il était précisé qu'en général, cette méthode de seuillage avait tendance à mieux marcher quand on tenait compte des variations intra-annuelles. Au niveau des échelles temporelles, donc là, pour ces 4 premiers produits, on travaille toujours à une échelle d'une image par date, donc tous les 10 jours. Mais on a également construit un 5e produit initial qui était le Water Presence Frequency Map, donc une carte de la fréquence de présence d'eau qui nous a permis en fait d'identifier les surfaces réellement en eau, parce que malgré le fait qu'on ait notre shapefile des étangs, il avait tendance parfois à surestimer un peu la surface des étangs et donc d'inclure des surfaces soit avec de l'eau parfois, soit avec jamais de l'eau. Donc on a créé en fait un masque qui nous permettrait en tout cas d'analyser les surfaces en eau réelle. Chacun des pixels de ce masque en fait, va présenter le pourcentage de temps que ce pixel était en eau sur une période précise. Donc nous, on l'a fait sur toute notre période d'étude. Et ensuite, on aura supprimé les pixels, par exemple, qui n'ont jamais été en eau sur cette période ou qui ont été rarement en eau, histoire de vraiment se concentrer sur les surfaces réellement en eau. Et donc pour ce raster, on en a un seul qui correspond à toute notre période d'étude. Maintenant, la méthodologie de notre traitement et du traitement sur lequel on a le plus travaillé, qui est la détection des ASEC. Donc, je vais d'abord présenter la méthodologie en elle-même de cette détection d'ASEC, mais on a également permis, donc, le fait qu'on ait des échantillons présentés dans nos données, ça a permis de calculer les métriques de validation et de valider cette méthode.
On a également fait une analyse de sensibilité parce qu'on utilise plusieurs paramètres dans cette méthodologie qui peuvent varier. Donc, en gros, on a fait varier ces paramètres et on a analysé les métriques de sensibilité afin d'identifier quels sont les paramètres optimums. Et on a également fait une synthèse annuelle des ASEC, donc par exemple combien d'étangs font un ASEC, deux ASEC, etc. Au niveau de la méthodologie, on se base sur les séries temporelles binaires d'eau, donc le masque d'eau, c'est notre produit initial. On le coupe, enfin on analyse les surfaces réellement en eau avec notre WPF, donc la carte de présence de fréquence d'eau. Donc en lien avec ça, on utilise un seuil qui permet de séparer quand est-ce qu'un pixel est réellement en eau. Donc ça, c'est un paramètre du modèle qui peut varier. Un autre paramètre important, c'est la période d'analyse, parce qu'on s'est rendu compte qu'en sélectionnant une période spécifique sur une année, on avait des meilleurs résultats. Mais du coup, c'est un paramètre également qui peut varier. Ensuite, on construit un raster de l'occurrence d'eau par pixel pour la période étudiée. Donc en fait, chaque pixel va avoir la valeur du nombre de fois en eau de ce pixel-là sur la période. Et après ça, on va utiliser encore un autre paramètre de seuil, donc qui va définir quand est-ce qu'un pixel est en ASEC ou non. Donc, en général, nous, on a commencé avec un seuil de 0, c'est-à-dire qu'on associait à chaque pixel la valeur d'ASEC si jamais il n'était jamais en eau sur la période étudiée. Donc, voilà. Et ensuite, on va vectoriser ces résultats, histoire de pouvoir identifier est-ce qu'un étang est en ASEC ou pas, avec une statistique de zone par majorité. Ici, c'est pour présenter rapidement l'intérêt d'avoir une période spécifique. Donc, ce qu'on a utilisé, nous, en général, la période optimale, c'était d'avril à août. Mais on a testé des périodes qui partent de mars et qui vont jusqu'en août. Pourquoi cette période? On cherche à analyser une dynamique où l'étang est vide et on ne voulait pas détecter des étangs qui pourraient se remplir en lien avec des précipitations, par exemple. Donc déjà, on a éliminé tous les mois d'automne, d'hiver et de printemps qui pourraient nous gêner. Par contre, ce qui impacte notre détection, c'est que, étant donné qu'on a une grosse partie en été, on a potentiellement une activité végétative importante et on peut avoir de la végétation flottante qui cacherait des pixels d'eau et du coup qui ferait qu'on ait en tout cas un biais dans la détection de nos ASEC en détectant des étangs qui seraient en eau alors qu'en réalité ils seraient en ASEC. Pardon, l'inverse, des étangs qui seraient vides, cachés par la végétation alors qu'en fait ils seraient en eau. Rapidement, ici, c'est la présentation de nos résultats de MNDWI. Donc, juste pour valider le fait que les MNDWI pourraient être utilisés visuellement pour analyser des données. On a 4 images à 4 dates différentes sur une année. Donc, entouré en rouge, on a l'exemple d'un étang qui montre des valeurs de MNDWI positives sur toute l'année. Donc, visiblement, un étang qui reste en eau sur toute l'année. Et un exemple avec la flèche bleue, c'est un étang qui montre des valeurs négatives sur 3 des 4 dates et qui, pour la dernière, remontre des valeurs positives. Donc, qui potentiellement se serait rempli entre le 24 juin et le 1er décembre. C'était juste pour présenter le fait que le MNDWI, dans l'idée, est un indice qui permettrait d'analyser les variations de niveau d'eau. Une autre chose qu'on peut remarquer sur cette carte, c'est l'intérêt d'utiliser le WPF, donc la carte de présence de fréquence, de présence d'eau, pardon. C'est que pour un étang, par exemple, donc l'étang entouré en rouge, qui a des surfaces en eau sur toute l'année, on a quand même des zones, peut-être montré comme ça, on a quand même des zones où on observe des valeurs négatives sur chacune des images. Donc, ce seraient des zones sans eau tout le temps. Donc, c'est des zones qui seraient à ne pas analyser puisque ce serait potentiellement soit de la végétation sur les extrémités, soit en tout cas une zone qui ne serait pas une surface en eau. Rapidement, ici, c'est une présentation de nos résultats pour le masque d'eau et de végétation. Donc, on les a combinés pour faire une espèce de catégorisation des pixels du sol. Donc, on a 4 images à 4 dates différentes. Où un pixel en gris, c'est un pixel qu'on a défini en sol nu, donc un pixel où on n'avait ni végétation ni eau. On a les pixels de végétation quand on a détection de végétation mais pas d'eau, les pixels d'eau quand on a de l'eau mais pas de végétation. Et on a aussi quelques cas où on a détecté de l'eau et de la végétation, donc c'est un pixel qu'on n'est pas capable de classer, donc soit c'est une erreur, soit par exemple on a peut-être de la détection d'un pixel d'eau et de la végétation immergée, mais on n'est pas vraiment sûr de ce que c'est. Ce résultat, il est juste pour montrer qu'on avait un outil qui permettait de regarder date par date les surfaces de végétation ou d'eau des étangs. Ici, c'est les résultats pour notre carte de fréquence de présence d'eau. Donc rapidement, ici, c'est notre carte en elle-même, donc où chaque pixel représente le pourcentage de fois qu'il a été en eau sur 2016-2025. Ça montrait aussi l'intérêt de faire cette carte parce qu'on a beaucoup de zones où visiblement on n'a jamais d'eau. Et ça, c'est la version à droite, c'est la version binaire, où on a appliqué un seuil à 15%. Du coup, on a décidé que chaque pixel ayant un pourcentage de fois en eau supérieur à 15% serait une surface en eau qu'on va analyser, tandis qu'en dessous de 15%, c'est des zones qu'on ne va pas analyser.
La problématique avec ça, c'est que parfois on masque certains étangs où tous leurs pixels sont inférieurs à 15%. Donc des étangs visiblement qui ne sont jamais en bleu. Ici, rapidement, enfin pas rapidement, on a nos résultats pour l'analyse des ASEC. Donc à gauche, c'était notre carte d'occurrence, donc la première partie de nos résultats, où chaque pixel va présenter le nombre de fois qu'il a été en eau sur la période étudiée. Donc ici, c'est un exemple en 2022 sur la période avril-août, où on a des données qui peuvent aller de jamais en eau sur la période jusqu'à 15 fois en eau, puisqu'on a une période de 4 mois, 3 mois. 4 mois. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a deux cas majoritaires, soit des étangs entourés en bleu où tous leurs pixels, ou pratiquement tous leurs pixels ont la note, enfin, le nombre de fois en eau maximal possible, et des étangs où la grande majorité des pixels ne sont jamais en eau. C'est pour ça qu'on a décidé de faire une statistique de zone par majorité, c'est parce qu'on avait l'impression qu'en tout cas, on avait ces deux cas principaux. Quand du coup on appliquait notre statistique de zone par majorité, ça permettait d'avoir une classification plutôt correcte. On a quand même quelques cas intermédiaires, mais même dans ces cas-là, on a en général beaucoup de pixels en eau. Et du coup, c'est des étangs qui ne sont pas censés être en ASEC. Donc le fait qu'on utilise un seuil restrictif de détection d'ASEC à 0, censé être plutôt correct. Ici, on a le résultat après la vectorisation, qui nous permet en fait d'analyser et de classer les étangs en ASEC ou en eau sur une année spécifique. C'est toujours année par année. Ici, on a nos résultats de validation, donc le calcul de métriques de validation grâce aux échantillons qu'on avait au début. Donc, on a calculé la précision, le recall et le F1 score, ainsi que l'overall accuracy. Rapidement, donc sur la période optimale d'avril-août entre 2007 et 2025, donc on avait 207 étangs qui sont classés en eau et qui étaient bel et bien identifiés en étangs en eau, pardon, et 211 étangs classés en ASEC qui étaient bel et bien de l'ASEC. On a quelques erreurs, donc on a 3 étangs qui étaient identifiés en ASEC qui vont être, ça chaque fois, 3 étangs qui ont été identifiés en ASEC qui vont être classés en eau, tandis qu'on a 5 étangs identifiés en eau qui vont être classés en ASEC. Donc on a quelques erreurs, mais c'est très peu par rapport au nombre total d'échantillons. Ce qui fait qu'on a une NOA de 0,98. Ensuite, en bas, on a fait varier la période, histoire de montrer l'importance de cette période. Donc, ici, on a été mars-août, et on se rend compte qu'on a d'un coup une erreur beaucoup plus importante au niveau de la détection des étangs en ASEC. Donc, on a 45 étangs qui étaient censés être en ASEC qui vont être détectés en eau. Donc, les paramètres sont importants dans le modèle. On a une NOA d'ailleurs de... Je pense ça. Je sais pas. On a une NOA plus faible, je crois, de 0,88, en tout cas avec cette période. Ici, du coup, c'est notre résultat d'analyse de sensibilité. Donc, on a fait varier plusieurs périodes. Donc, chaque ligne correspond à une période. Donc, ici, on a mars-août, mars-mai, avril-août, avril-mai et avril-juin. Et en abscisse, on a à chaque fois différents seuils d'occurrence, donc qui correspondaient en fait au seuil de notre carte de présence de fréquence gauche. Nous, on avait utilisé 15% dans notre travail, mais on a fait varier ce seuil pour pouvoir... On va voir si ça fait. C'est pas très grave. Le résultat important de ça, c'est qu'on a identifié les périodes optimales d'avril-août et on a pu identifier aussi un seuil de WPF optimal qui était entre 5 et 10, puisque les résultats de 5 à 10 étaient les mêmes. On avait des F1 scores de 0,981 et des précisions et des recalls très élevés, donc au-dessus de 0,97. Ensuite, en ayant fixé la période optimale et le seuil de carte de fréquence de présence d'eau, on a aussi fait varier le seuil le seuil de détection en eau maximum pour être classé en ASEC ou non. On l'a fait, nous, usuellement, on avait utilisé 0 initialement, mais on l'a fait varier de 0 à 6 et on s'est rendu compte que le seuil optimal pour le nombre de fois maximum en eau pour être un ASEC était à 1. Mais par rapport au résultat du seuil de 0, on avait des résultats tellement similaires qu'on a validé le résultat pour le 0 et pour le 1. Ensuite, pour finir avec la présentation de ces résultats, donc on a les synthèses interannuelles des événements, donc ici des ASEC, parce que c'est ce que je présente le plus. On a 1092 étangs qui ne font pas d'ASEC sur la période. On a 607 étangs qui font exactement un ASEC. On en a 351 qui en font 2. Et on a par contre un résultat plutôt aberrant de 480 étangs qui font plus de 3 ASEC. Pourquoi c'est aberrant? Comme j'ai dit plus tôt, on a normalement, en général, un ASEC tous les 10 ans. Or, donc, notre période d'étude, elle est de 9 ans. Donc, avoir des étangs qui font plus de 3 ASEC, c'est normalement pas possible. Donc, c'est très probablement une erreur méthodologique ou une erreur de détection de ce qu'on analyse.
Donc, en gros, on a une majorité des étangs qui ne font pas d'assec, ce qui peut se comprendre, puisque également, c'est quelque chose qui, normalement, se fait plutôt rarement. Et du coup, on a quand même 480 étangs qui, visiblement, ont des résultats aberrants. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau de la surface totale de ces étangs, on a quand même, malgré le fait qu'on ait plus d'étangs qui font plus de 3, au moins 3 ASEC, on a quand même une surface totale supérieure aux étangs qui font exactement 2 ASEC. Donc, on peut peut-être interpréter que ces erreurs sont quand même liées à la surface de l'étang, puisque plus l'étang est petit, moins il a de pixels, et moins il a de pixels, plus des variations peuvent être très importantes et du coup impacter nos mesures. Au niveau des limites et des perspectives de notre travail, donc d'abord, en force et en apport de ce travail, donc on a permis une identification des ASEC et des étangs non exploités. Donc pour les étangs non exploités, je n'ai pas pu le présenter dans la présentation. Mais c'est en tout cas des méthodologies qui également peuvent être appliquées à l'ensemble du PNR et qui ne sont pas étang par étang. Ce n'est pas spécifique aux étangs. Et on a analysé plusieurs échelles, donc soit de l'échelle du pixel pour la classification en eau ou en végétation et le nombre de fois, par exemple, en eau maximale. On a l'échelle des objets pour les étangs, pour l'analyse des étangs. Et on a une échelle intra- ou interannuelle en fonction de ce qu'on analyse. Donc pour les ASEC, on a l'échelle intra-annuelle qui se fait année par année. Et on a également les synthèses interannuelles des ASEC. Et les analyses des étangs toujours vides et toujours pleins également seront à l'échelle interannuelle. Au niveau des limites, on a quand même une interrogation quant aux résultats pour l'identification des ASEC. Donc, malgré le fait qu'on ait des métriques de validation très correctes, on a quand même cette incohérence de résultats au niveau des ASEC. Donc, trop d'étangs en ASEC, trop d'étangs qui font plus de 3 ASEC, pardon. On n'a pas d'échantillon de validation pour la plupart des analyses. Donc, on en a pour les ASEC, mais on n'en a ni pour l'analyse des vidanges, ni pour l'analyse des étangs non exploités. La correction du masque nuage, elle a amené des erreurs quand même. Donc, c'était ce que je n'ai pas présenté au début, donc de suppression d'étangs qui ont été en fait impactés par notre correction du masque nuage. Ça, en termes de perspective, en fait, on a amélioré le masque en se basant sur une seule bande, mais on s'est dit qu'on aurait pu avoir une méthode qui se basait sur 3 bandes, puisque en général, les nuages ont des fortes réflectances dans les 3 bandes, tandis qu'un étang peut avoir à la limite des réflectances fortes dans la bande du bleu ou du vert, mais normalement pas dans le rouge. Donc, utiliser un masque sur 3 bandes pourrait amener des meilleurs résultats. Un autre problème, c'est aussi qu'on a gardé des étangs qui seraient trop impactés par le masque de fréquence de présence d'eau. Donc, ce masque, c'est le masque que j'ai présenté qui permettait d'analyser les surfaces seulement en eau. Or, il peut parfois masquer un étang tellement de façon importante qu'on n'aurait que quelques pixels qui restent et qui seraient du coup inférieurs au millimètre carré de notre seuil initial qu'on avait décidé. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas revérifié après et qu'il faudrait, histoire d'identifier et de supprimer ces étangs trop petits. Une autre problématique aussi, c'est qu'on a très peu abordé la végétation, donc on a analysé les surfaces rapidement, mais on n'a pas du tout lié ça avec notre détection d'eau. Donc, la problématique, par exemple, qu'un étang pourrait être couvert de végétation, mais de végétation flottante qui nous cacherait l'eau à l'optique, par exemple. Et une dernière limite, c'est qu'on a utilisé énormément de seuils tout au long de notre travail. Donc, ça, c'est le seuil que je n'ai pas présenté au début. Le seuil du NDVI qui permettait d'analyser la végétation ou donc qui se base sur la bibliographie mais qui a été adapté avec nos observations mais qui n'est pas non plus validé. Le seuil du MNWI pour identifier des surfaces en eau ou non qui est un seuil dynamique calculé par machine learning. Et nos 2 derniers seuils avec notre analyse d'ASEC, d'étang d'ASEC, donc le seuil de carte de présence de fréquence d'eau qui a été validé avec nos échantillons et notre seuil de détection maximale d'eau pour être un ASEC également validé avec nos échantillons. Et on a quand même utilisé énormément de seuils tout au long de cette analyse. Enfin, pour conclure, donc, ce travail a permis en fait de commencer à explorer l'analyse des dynamiques hydriques par télédétection. C'est quand même seulement les premiers pas vers une méthode de suivi fiable pour toutes les dynamiques des étangs, parce qu'on n'a pas pu analyser toutes les dynamiques de ces étangs. Ce qui reste à faire quand même, c'est du coup bien mettre l'accent sur l'identification des différents types de végétation, parce que savoir si on a de la végétation flottante ou immergée, ça permettrait vraiment d'améliorer nos résultats, ou en tout cas d'être plus sûr de ce qu'on analyse. Développer l'analyse pour les vidanges, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas présenté dans cette présentation, mais on a commencé à travailler lors de ce stage, on n'a pas vraiment eu beaucoup de temps de s'y concentrer, et c'est surtout quelque chose qu'on s'est rendu compte. Donc notre méthodologie d'analyse des vidanges, elle avait tendance à ne pas trop bien marcher quand on l'a essayé. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait développer, soit changer la méthodologie, soit en tout cas mieux la valider. Ce qui pourrait aussi être intéressant avec ce projet, c'est d'incorporer d'autres types de données. Donc ici on parle principalement du radar, parce que le radar d'une part permettrait de supprimer un peu notre problématique avec les nuages, parce que le radar n'ont pas la problématique des nuages. Et également, on s'est rendu compte aussi que dans la biblio, on a beaucoup de
sources qui utilisent le radar pour analyser les surfaces en eau qui seraient cachées par de la végétation, donc principalement avec des analyses d'humidité par exemple. Donc c'est quelque chose qui pourrait être également fait pour améliorer notre projet. Merci beaucoup.